Dans l'actualité ce soir, après la tempête, revoici la neige. Elle a bloqué une partie de l'Europe de l'Ouest et du nord de la France. Trains à quai, aéroports fermés, bouchons sur les routes. Est-ce exceptionnel? Élément de réponse dans un instant. On le redoutait, c'est officiel. Le chômage a encore flambé au mois de décembre. Plus 45 800 demandeurs d'emploi. Les syndicats réunis depuis 2 heures vont annoncer d'un instant à l'autre leur mot d'ordre après les manifestations de jeudi. Pendant ce temps, le gouvernement précise son plan de relance. 1000 chantiers contre la crise qui concernent les transports, l'enseignement ou le patrimoine. On en verra le détail. La meilleure défense, c'est l'attaque. Le juge Burgot, qui comparaît devant ses pairs après le fiasco d'Outreau, estime qu'on utilise son cas à des fins politiques. Il risque la révocation. Coup de semonce à l'université, la coordination nationale appelle à une grève illimitée dans tous les établissements pour protester contre la réforme du statut des enseignants-chercheurs. Enfin, la sortie cette semaine du film événement favori des Oscars, l'étrange histoire de Benjamin Button, avec Brad Pitt dans le rôle d'un homme qui naît vieux et qui vit sa vie à l'envers. Bonsoir et bienvenue à tous. Des vols annulés, des écoles fermées, une circulation au ralenti. Pour la seconde fois cet hiver, la moitié nord de la France s'est réveillée sous la neige. Météo France l'avait annoncé. Cela n'a pas permis d'éviter les cafouillages, notamment en région parisienne. Jérôme Bermin, Sylvain Dauba. Ça crisse, ça dérape, ça patine. Personne n'est à l'abri. Ce matin, les ruelles de Montmartre n'ont pas été salées. Et ça se voit. Vous venez vous faire une frayeur là? Ouais, j'ai flippé, ouais. Vous roulez quoi, à 20 à l'heure? Même pas, on va se casser la gueule, va aller. Cette conductrice tente l'impossible. Un créneau sur une pente verglacée et bloque les éboueurs. Vous essayez de vous garer? Oui, ah bon, déjà, je suis en retard. Hein. Et ce sont donc les éboueurs qui tentent de garer sa voiture et se trouvent à leur tour en difficulté. Tout le monde se prête main forte. Vous mettez éboueur et vous garez les voitures des gens aussi. Ouais, parce que la dame, il a coincé parce que sinon on va coincer tous ici. La neige a fait son apparition très tôt ce matin. Quelques centimètres à peine, mais grande perturbation. 350 km de bouchons en Ile-de-France à 9 h du matin. C'est 2 fois plus que d'habitude. Difficile d'être à l'heure au travail. Le problème, c'est que moi, j'habite à 30 km de Paris à peu près. Donc c'était un peu compliqué, ouais. Il a fallu multiplier par 2 le temps de parcours. Voyager en transport en commun n'était pas forcément la solution non plus. De nombreux bus sont restés au dépôt. Quant aux aéroports, il a fallu déneiger et 25 minutes de dégivrage par avion. Des dizaines de vols annulés, des retards de plusieurs heures, toute la journée, à Orly comme à Roissy. La personne enregistrant m'a dit c'est retardé et peut-être qu'il va même pas partir aujourd'hui. Bon alors là, je panique un peu parce qu'il faut absolument que je sois à Londres aujourd'hui. Et finalement, dans l'histoire, ce sont évidemment toujours les mêmes, les enfants, les plus heureux. Et je vous le disais, c'est tout le quart nord-ouest du pays qui a été concerné, de Cherbourg à la Bretagne, en passant par la Picardie. Hakim Abdelkalek. Cherbourg s'est réveillé sous 10 cm de neige, mais pas le temps de s'extasier sur les paysages. Sur les routes, c'est un long flirt de pare-chocs et du patinage automobile. J'ai mis une bonne heure et demie. Je mets 25 minutes. Là, ça fait 1 heure que je marche pour aller au travail. Et c'est compliqué? Oui, ça glisse énormément. Ouais. Dans la région lilloise, on a beau rouler prudemment, certains perdent tout de même le contrôle de leur voiture. Rien de spécial, j'ai dérapé et puis je me suis retournée, voilà. Très vite ce matin dans le nord, la circulation sur les grands axes a été ralentie. Un voile de neige recouvrait toutes les routes. Ici dans le nord, dès qu'il tombe un peu de neige, à peine 2 cm, tout est bloqué. Dans la Somme, 3 élèves sur 4 étaient absents ce matin, faute de ramassage scolaire. Certains parents ont donc joué les taxis. C'est soit l'enfant il reste à la maison et il reste seul, il n'a pas de cours, ou on l'emmène et après on s'arrange entre parents et pour faire des ramassages entre nous, quoi. Ce soir, 14 départements sont toujours en alerte orange. De nouvelles chutes de neige sont attendues. Et la France n'a pas été la seule touchée. Fait inhabituel, une grande partie de l'Europe de l'Ouest a connu une journée chaotique. À Londres, on n'avait pas vu cela depuis au moins 18 ans. Claude Samper. Big Ben sous la neige. À Londres, ces mariés avaient tout prévu pour le jour le plus important de leur vie, sauf cette météo capricieuse. C'est la nuit dernière que la neige a recouvert la capitale britannique.
Et dès l'aube, les premiers piétons et les premiers automobilistes ont eu les plus grandes peines du monde pour se déplacer. Trafic nul dans les aéroports, taxis introuvables, métro au ralenti, la grande galère pour des millions d'Anglais. Sauf pour les plus jeunes ou les plus malins qui ont été s'amuser dans les grands parcs de Londres. C'est incroyable de skier en plein centre-ville. C'est toute l'Europe qui a patiné ce matin. Gros embouteillage en Belgique, grosse perturbation aussi en Italie. 3 personnes ont trouvé la mort à cause du froid. Même situation en Suisse et en Espagne avec des chutes de neige très impressionnantes. A priori, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Alors des flocons en hiver, rien de plus normal, sauf qu'en France, c'est la 3e ou la 4e fois qu'on observe d'importantes chutes de neige. Bonsoir Laurent Romeshko, vous nous avez rejoint. Les changements climatiques sont scrutés à la loupe. Cet hiver est-il exceptionnel par sa rigueur? Alors c'est un hiver qui est plus enneigé que la normale, c'est vrai. Plus enneigé parce que plus froid sur les mois de décembre et de janvier. On est 2 degrés en dessous des normales pour les régions de la moitié nord et au sud 1 degré. Alors ce qui explique les chutes de neige plus fréquentes, plus abondantes et surtout à plus basse altitude. Sur l'île de France, c'est le 2e épisode neigeux de la saison. Et puis on a tous en mémoire, bien entendu, Marseille avec près de 40 cm de neige. Autre caractéristique, c'est la précocité. Il a neigé très tôt en début de saison. Fin octobre, les premiers flocons et le premier épisode neigeux à Blois, sur la Sarthe et la Mayenne, notamment avec 5 cm à Laval. Alors la dernière saison avec autant de neige, c'était en 2005, avec une vague de froid assez tardive, qui est intervenue à partir du 15 février jusqu'au 10 mars. Et là, on a pu relever 30 cm de neige à Montélimar, 45 à Mulhouse. Quant à l'hiver exceptionnel, c'était il y a 45 ans, en 62-63, hiver 62-63, pendant 3 mois consécutifs, les températures étaient inférieures de 6 degrés par rapport au normal de saison. Et puis durant cet hiver, eh bien, on pouvait traverser l'estuaire de la Gironde, pris par les glaces. C'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Merci Laurent, on vous retrouve tout à l'heure pour un point juste après ce journal sur les prochaines heures avec, rappelons-le, cette alerte orange pour la neige ou la pluie sur 16 départements, y compris la région parisienne. Soyez prudents. Donc, une image encore d'une nature qui se rappelle à nous. Elle nous vient du Japon. Là-bas, ce n'est pas le ciel, mais les volcans qui grondent. 2 d'entre eux sont entrés en éruption, notamment ici près de Tokyo et de Yokohama, le mont Asama. Des colonnes de fumée blanche continuent de s'échapper du cratère enneigé qui culmine à 2500 mètres. Juste autour, les habitants sont invités à porter des masques, mais il n'y a pas de victimes. Autre titre de l'actualité, il concerne l'économie et la crise. François Fillon décline le plan de relance du gouvernement. En visite à Lyon avec la plupart de ses ministres, il est entré dans le détail des projets d'investissement concernés. Sophie Brune, Stéphane Despinois, Benoît Jourdan. 20 ministres autour de François Fillon, 11 milliards d'euros d'investissement public et 1000 projets labellisés plan de relance, voilà pour l'affichage. En réalité, une grande partie de ces projets étaient dans les cartons avant le plan de relance, mais ne devaient pas démarrer dès cette année. Ce sont toutes des opérations qui ne se seraient pas réalisées en 2009 ni en 2010 s'il n'y avait pas le plan de relance. Ce sont donc bien des opérations qui vont venir accroître les investissements publics et donc la charge de travail des entreprises en 2009. Le plan mise d'abord sur les transports. 870 millions d'euros pour développer les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires. Ainsi à Marseille, 4,5 millions d'euros sur les 20 nécessaires serviront à renforcer cette digue, de quoi générer de l'activité. Il y a des emplois dans la préparation des blocs de béton, dans le transport des blocs, ensuite dans l'installation des blocs, et puis tout ce qui est autour de ces travaux. L'État va investir 731 millions d'euros dans l'enseignement supérieur et la recherche. Il s'agit notamment de rénover des universités. 620 millions d'euros sont consacrés à la rénovation du patrimoine, notamment culturel. À Notre-Dame de Paris, un peu plus de 2 millions vont permettre de réparer ce faîtage en plomb qui assure l'étanchéité de la nef. Il en faudrait 10 fois plus pour une réfection complète. Si on n'avait pas eu cet argent, il aurait fallu probablement attendre 1 an ou 2 pour pouvoir le programmer selon l'exercice habituel. Et il est évident que dans ces conditions, l'édifice en aurait souffert. Enfin, le logement social et la rénovation urbaine gagnent presque 1,2 milliard d'euros. Objectif, construire de nouveaux logements pour soutenir le secteur du bâtiment. Selon le ministre de la Relance, le plan doit permettre la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Alors quelle réaction, quel commentaire à ce plan détaillé? Je vous propose d'écouter Martine Aubry, première secrétaire du Parti socialiste.
Nous, ce que nous voulons, c'est des investissements à court terme qui relancent immédiatement l'économie. 300 000 logements sociaux pour relancer le bâtiment, une aide aux sous-traitants de l'automobile, des aides qui ne vont pas vers les grandes banques, mais qui soient régionalisées pour aider les PME qui ont des projets, et puis en parallèle, une aide pour la consommation, augmenter le pouvoir d'achat, faire finalement ce que tous les pays autour de nous ont proposé. Et puis autre interrogation, que préparent les syndicats après la journée d'action massive de jeudi dernier? Eh bien les 8 organisations sont réunies depuis 2 heures maintenant pour en décider. Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes sur place, avez-vous des indications? David, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que tous les syndicats sont bien décidés à rester unis et à faire fructifier la mobilisation de jeudi dernier, les 1 à 2 millions de personnes qu'ils ont réussi à faire descendre dans la rue. Alors ils sont en train de discuter pour trouver un compromis, c'est le plus important pour eux. À part Sud qui avait envie de sortir ce soir avec une nouvelle date pour une nouvelle mobilisation, il semble qu'on s'achemine plutôt vers une autre ligne majoritaire, que Nicolas Sarkozy les reçoive dans les 10 jours qui viennent, sinon ils remettront ça avec une condition supplémentaire, que ce soit pour parler d'un infléchissement de la politique économique. Évidemment, tout le monde a en tête la réaffirmation du cap que s'est fixé le gouvernement, mais c'est dans toutes les têtes, mais évidemment, ils seront suspendus jeudi soir au propos du président de la République à la télévision. Agnès Molinier à Bagnolet au siège de l'UNSA. Merci Agnès et on vous retrouve évidemment à tout moment si une décision est prise là-bas. Déjà 2 heures de discussion donc. Notez que Nicolas Sarkozy s'expliquera à la télévision et à la radio lors d'une émission spéciale jeudi à 20h15. J'aurai le plaisir de vous y retrouver avec des confrères de TF1, M6 et RTL. C'est dans ce contexte que le chiffre du chômage est tombé pour le mois de décembre. Il marque une nouvelle et forte hausse, 45 800 demandeurs d'emploi en plus. 8e mois consécutif de hausse. Alors pour bien en mesurer l'impact, on va s'arrêter toute cette semaine sur la France face au retour du chômage. Ces dernières années, vous le savez, il n'était plus la préoccupation numéro 1. Il le redevient aujourd'hui. Premier gros plan ce soir, la tempête dans l'industrie automobile. Des familles entières en dépendent. À Sochaux, Dorothée Cochard, Annie Triboire. Il y a des jours de vacances dont on se passerait volontiers. Charlotte et son père travaillent tous les deux chez Peugeot, à Sochaux. Et ils ont tous les deux été au chômage technique pour 1 mois. Ça change. D'habitude, il y a plein de camions, des ouvriers qui viennent travailler, il y a plein de monde, quoi. Aujourd'hui, l'automobile Peugeot souffre de la crise qu'il y a à l'automobile. C'est toute l'automobile qui est touchée. La raison de ce chômage, c'est que les 2 derniers mois de l'année 2008 ont été mauvais. Pas assez de ventes pour écouler les stocks. Le cas de Peugeot est loin d'être un cas isolé, puisque tous les constructeurs automobiles en France ont subi les mêmes difficultés. Et d'ailleurs, tous y ont répondu de la même manière, en mettant en place des semaines de chômage technique. À Peugeot-Sochaux, donc, 4 semaines de chômage technique. À Renault, jusqu'à 3 semaines de chômage technique en fonction des sites. À Ford, à Blanfort, 6 semaines de chômage technique. Et enfin, à Toyota, 2 semaines de chômage technique et encore 2 semaines qui sont d'ores et déjà prévues pour le mois de mars. Santé, hein. Allez. Quand Peugeot tousse, toute la famille de Charlotte se sent concernée. Et pour cause, c'est la famille Peugeot par excellence. Son grand-père y est entré en 1957. Il a quitté sans état d'âme sa fromagerie. Et puis ça payait vraiment pas du tout, du tout. 180 francs. Ah oui, oh, c'était pas baisef. Ouais, non, c'était 3 fois rien, quoi. En passant des fromages à la mécanique, le jeune homme gagne 1 jour de repos par semaine et de meilleures conditions de travail. Les points de vue salaire, c'était comment? C'était beaucoup mieux. C'est-à-dire? Le double. Marqué dessus? Non, il n'y a rien de marqué. 25 ans plus tard, en 1980, son fils, Claude, entre lui aussi chez Peugeot. 2 ou 3 que j'ai même pas pu retrouver. On a les avantages des 30 boîtes, on a le 13e mois, on a l'intéressement, on a la participation, toutes ces choses-là, les primes d'horaire, que les petites boîtes n'ont pas forcément. Pour Yvette, la sœur de Claude, l'intérêt d'une grande boîte comme Peugeot, ça a surtout été la possibilité d'évoluer professionnellement. Moi, je suis rentrée, j'étais secrétaire, donc j'ai évolué assistante de direction. Et ensuite, à un moment donné, bon, c'est vrai que je me sentais un petit peu bloquée, donc j'ai recherché un autre emploi sur le site de Sochaux.
Et on m'a proposé un emploi au service communication. En revanche, pour la jeune Charlotte, embauchée l'été dernier, on peut dire que de devenir ouvrière chez Peugeot, c'était loin d'être le travail dont elle rêvait. T'es jeune, hein. Je dis, reste là, reste avec les bras en l'air pendant 10 minutes. Et tu t'auras mal au bras. Moi, c'est 8 heures que je reste les bras levés. Oui, mais c'est pas compliqué comme boulot. Ah non? Pendant 2 heures, on me dit, bah, tu mets cette pièce-là, cette place-là, puis ainsi de suite. Donc c'est pas compliqué. Au bout de 2 heures, le poste, tu le tiens largement. Mais c'est chiant. Moi, je voulais plus quelque chose qui bouge, quelque chose qui me déplaçait. Ou, mais bon, après, ils m'ont appelé. Maintenant, j'ai du travail, donc voilà. Et du travail, par les temps qui courent, ça ne se refuse pas. Le chômage, c'est ce qui reste la crainte principale des Français, surtout quand on a fait peu d'études. Les ouvriers constituent la catégorie socio-professionnelle la plus vulnérable. Statistiquement, ce sont eux qui sont le plus souvent touchés par le chômage. Chez les ouvriers, on compte 10% de chômeurs, alors que chez les employés, on compte 8% de chômeurs. Et enfin, chez les cadres, on compte seulement 3% de chômeurs. Aujourd'hui, Charlotte, Claude et Yvette ne sont plus au chômage technique. Mais l'année 2009 s'annonce clairement difficile. L'usine Peugeot ne tournera que 4 jours sur 5 pour les 2 prochains mois. L'équipe de nuit est supprimée et, comme chez Renault, on a lancé un plan social de près de 4000 départs volontaires. Eux ont décidé de rester, persuadés que le lion a les reins suffisamment solides pour traverser la crise. Suite de notre série Demain, une bonne nouvelle tout de même pour l'industrie automobile. L'usine Ford de Blanquefort en Gironde va être reprise avec ses 1600 salariés par une société allemande, Johann Hay, spécialisée dans la fabrication des pièces auto. 1600 salariés qui garderont leur emploi, c'est en tout cas la promesse qui est faite. Ford avait annoncé la fermeture du site d'ici à la fin 2011. Restez avec nous, il est 20h15, à suivre. Je n'ai commis aucune faute. Après le fiasco d'Outreau, le juge Burgot comparaît devant ses pairs et dément toute partialité. Scandale en Europe, un document tourné en Hongrie révèle que des oies sont plumées vivantes pour fabriquer des couettes. Et puis naître vieux et rajeunir au fil des années, c'est l'étrange histoire de Benjamin Button, le film événement avec Brad Pitt qui sort cette semaine. D'abord donc l'épilogue dans le scandale d'Outreau qui a bouleversé le monde judiciaire. Le mot n'est pas trop fort. Quelle trace a-t-il laissé chez les juges d'instruction? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais auparavant, cette comparution. Depuis ce matin, le juge Burgot doit répondre de son enquête. C'est une sorte de conseil de discipline. Dominique Verdaillan, Stéphane Guillemot. Avant d'affronter ces juges, il faut faire face aux flashs, aux caméras. On ne fera pas de déclaration pour l'instant, si vous voulez, on reviendra vous voir. Le visage est toujours aussi juvénile, le regard est toujours inquiet. D'une voix mal assurée, Fabrice Burgot prend la parole en fin d'après-midi. Je n'ai commis aucune faute, je n'ai failli d'aucune sorte à mon serment de magistrat. Fabrice Burgot est combatif, mais meurtri. Il a été sali, c'est vrai. Alors il y a le drame des acquittés Outreau. Je le mesure totalement. Ceci étant dit, c'est un homme aussi profondément blessé qui a été accablé et on veut encore aujourd'hui l'accabler du côté du ministère de la Justice. Et ça, je trouve ça assez indigne. Pendant 4 heures, Fabrice Burgot entend le chapelet de grief qui lui est fait par le ministère de la Justice. Dans la salle, quelques proches, quelques magistrats venus le soutenir, aucun des acquittés n'a fait le déplacement. Outreau est un fiasco, une catastrophe, mais 5 ans plus tard, on cherche toujours à qui la faute. Tous ces magistrats qui étaient là pour contrôler son travail ont joué cette même cacophonie. Burgot, pas sanctionné, c'est une injustice. Burgot, sanctionné seul, c'est une autre injustice. Quelle sanction, j'en sais rien, mais j'espère que ça sera à la hauteur de nos souffrances. Le magistrat Fabrice Burgot a une semaine pour convaincre ses juges. La tâche est difficile et les symboles très lourds, car son procès a lieu dans la salle même où le 7 janvier dernier, Nicolas Sarkozy a annoncé officiellement la mort des juges d'instruction. Alors cette affaire d'Outreau a-t-elle modifié la pratique des juges dans les affaires sensibles? Les choses ont-elles changé? L'une de nos équipes a pu suivre une magistrate dans une enquête délicate du même genre. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Aurélia Guillemin et Frédéric Capron. Il a seulement 15 ans, mais doit être interrogé seul, avec son avocate. À l'entrée du cabinet, c'est la juge elle-même qui l'accueille. Voilà, on part ici. Elle doit auditionner l'adolescent qui a dénoncé des faits d'attouchement et de viol de la part de son beau-père. Voilà, tu peux t'asseoir ici. Les faits sont très graves. Le mineur semble angoissé. La juge le tutoie pour le mettre en confiance. Alors, moi je voulais te revoir un peu plus calmement pour qu'on fasse un peu le point plus sereinement là-dessus. D'accord ?
Tu peux enlever ton manteau, hein, si... non, différent. Progressivement, patiemment. Et tu l'as connu ou pas, ton père? La juge remonte l'histoire du mineur jusqu'à la date des faits présumés, quand il avait 10 ans. Et c'est quoi? Il te demandait de l'argent, il te proposait de l'argent, il te disait qu'il avait des problèmes d'argent? Non, il me proposait de l'argent. Il te proposait de l'argent, d'accord. Et alors en échange de quoi? Il a commencé à me toucher, c'est tout. Comment t'as réagi, toi, cette première fois? Et ça m'a surpris. Oui. Sur le coup, j'ai rien dit parce que j'y connaissais rien, j'étais petit, donc... La surprise a fait que tu t'as obéi, entre guillemets, ou tu t'es laissé faire, c'est ça, hein? Juste pour que les choses soient bien claires d'un point de vue légal, quand on est un mineur, quand on a moins de 15 ans, même si le mineur est d'accord, même s'il se laisse faire, même s'il dit pas non, de toute façon c'est interdit. D'accord? Tu le savais ça ou non? La juge rassure, mais ne laisse rien au hasard. Quand, où, comment, combien de fois, chaque détail compte. Alors ensuite, tu as expliqué qu'il y a eu plusieurs fois des attouchements. C'était à quelle fréquence à peu près? 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine? Ouais. Le soir, la journée, comment ça se passait? Quand ma mère n'était pas là, mais c'était plus le soir. Malgré le tact, après plus d'1 heure d'audition, l'adolescent commence à craquer. Moi, quand je me couchais tard, à cette heure-ci, je suis stressé, madame, je vous le dis franchement. J'ai qu'une envie, c'est de pleurer. On a le droit de pleurer, hein, non? Pour tout te dire, j'ai même une boîte de mouchoirs spéciale pour ça. Je comprends bien que c'est pas quelque chose que tu as voulu, que tu avais envie. J'ai honte de le dire, voilà. Et je comprends bien que tu aies honte de le dire. Mais moi, mon travail, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Hein, de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Dans cette affaire, l'agresseur présumé a déjà reconnu l'essentiel des faits. Pour la juge, il n'y a donc pas vraiment de doute sur la sincérité du mineur, mais l'enquête ne fait que commencer, sans a priori, assure-t-elle. Je vais partir. J'essaye de ne pas donner l'impression que je le crois. Je le crois de la même manière que je crois le mis en examen. Pas plus. Et pas moins non plus. Ce que je dis souvent, c'est que moi, j'étais pas là au moment des faits. Mon travail, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Sa parole a autant de valeur que celle du mis en examen. C'est pas parce que c'est un mineur que le mis en examen doit perdre aussi de la crédibilité dans ses propos. Crédibilité. Depuis l'affaire d'Outreau, le mot est presque devenu tabou. Il a d'ailleurs quasiment disparu des comptes rendus des experts psychiatres. Plus prudent, voire carrément méfiant, au moins sur la forme. Ils prennent beaucoup de précautions en disant les faits, s'ils étaient avérés, pourraient constituer, ou le traumatisme, s'il était dû à. Donc il y a des précautions de présomption d'innocence qui sont vraiment intégrées aujourd'hui dans les expertises. Oui. Fraîchement sortie de l'école, Vanessa Lepeu occupe ici son premier poste. Les dossiers de violences sexuelles sont fréquents, mais ils ne lui font pas peur. Quel laboratoire? Je ne pense pas à l'affaire d'Outreau à chaque fois que j'ouvre un dossier du tout, mais je pense à chaque fois que j'ouvre un dossier à essayer d'arriver au plus près de la manifestation de la vérité. Et pourtant, l'après-Outreau, elle le vit au quotidien. C'est depuis cette affaire que les cabinets d'instruction sont équipés de caméras pour enregistrer l'intégralité des auditions. En bref, encore à propos de justice, c'est aujourd'hui que s'est ouvert, après 12 années de procédure, le procès des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris. Jean Tibéri et 10 autres prévenus, dont son épouse Xavière, sont soupçonnés d'avoir inscrit sur les listes de vrais électeurs, mais qui n'habitaient pas l'arrondissement. Aujourd'hui, Jean Tibéri a 74 ans, il a toujours nié les faits. Image signée Éric Delagneau. L'éducation, avec, je vous le disais, ce coup de semonce dans l'enseignement supérieur, la coordination nationale des universités vient d'appeler à une grève illimitée ainsi qu'à 2 journées de manifestation les 5 et 10 février. Au cœur du conflit, il y a la réforme du statut des enseignants-chercheurs qui craignent désormais l'arbitraire des présidents d'universités qui ont voix au chapitre à leur sujet. Du nouveau dans le conflit en Guadeloupe, Yves Gégaud, secrétaire d'État à l'Outre-mer, annonce que le revenu de solidarité active, le RSA, sera applicable dès cette année dans l'île. 1 an donc plus tôt que prévu. Pour lui, c'est l'équivalent de 30 millions d'euros qui vont être injectés
affectées. Par ailleurs, 25 stations-service sur 115 ont été réquisitionnées. Un soulagement, sans doute, pour les habitants dont le quotidien est devenu un casse-tête. Faute d'approvisionnement, les rayons des supermarchés sont vides. Envoyés spéciaux Valérie Lerouge, Nicolas Berthelot. 23 stations-service réquisitionnées aujourd'hui en Guadeloupe. Le nombre change chaque jour, mais les files d'attente, elles, sont toujours les mêmes. Éric Mélogan ne fait pas partie des professions prioritaires. Alors pour pouvoir continuer à livrer des boissons dans l'île, il achète son carburant au marché noir. À l'heure actuelle, un litre de gasoil, ça se négocie à 2 €, quoi. Et comment ces gens-là, eux, arrivent à avoir du carburant? J'en sais rien, je leur pose pas la question. Je préfère pas savoir, quoi. Voilà. Simplement. Jacqueline Cabrera, elle a opté pour la marche à pied, 8 km entre son domicile et son salon de coiffure, 2h15 matin et soir. Les clientes sont moins nombreuses qu'en temps normal, mais elle n'a pas le choix. Je ne peux pas me permettre de ne pas venir parce que je travaille pour moi, j'ai mon fils et j'ai des choses à payer. Le local ne m'appartient pas, donc je suis obligée. Galère pour se rendre au travail, galère aussi pour remplir son chariot dans certaines parties de l'île. Plusieurs hypermarchés sont sommés de fermer par les grévistes et les supérettes ne sont plus ravitaillées. Résultat, des rayons désespérément vides, difficile d'y trouver son bonheur. Je viens de chercher du jambon pour manger du pain, il n'y en a pas. Non, alors j'ai pris pâté. Faute de stock, beaucoup de boutiques ont préféré baisser le rideau. Seul produit toujours disponible, évidemment, le rhum. Après 2 semaines de perturbations, la grève reste néanmoins soutenue par une majorité des Guadeloupéens. Ils espèrent quand même que la reprise des négociations avec l'arrivée hier du secrétaire d'État à l'Outre-mer va permettre d'obtenir rapidement des avancées sur les 146 points de revendication. À l'étranger, nouvelle entorse au cessez-le-feu à Gaza. Après les tirs de roquettes du week-end, Israël a bombardé le sud du territoire. Bilan, 1 mort et 4 blessés. Et puis le lanceur de chaussures irakien a fait école. Cet après-midi, le Premier ministre chinois Wen Jiabao en a été victime lors d'une visite à Cambridge en Angleterre. Voilà, on a entendu le bruit de la chaussure. Le lanceur l'a traité de dictateur avant d'être interpellé par la police. Un scandale en Europe, un document suédois tourné en Hongrie révèle que des oies sont plumées vivantes pour fabriquer des couettes et autres oreillers. Cette pratique, formellement interdite dans l'Union européenne, permet, entre guillemets, de baisser les coûts. De leur vivant, les animaux peuvent être plumés jusqu'à 4 fois. Anne Guéry. Il faut s'enfoncer dans la campagne hongroise, aller bien au-delà de ces fermes proprettes pour découvrir au détour d'un chemin de terre une ferme d'un autre genre. Un hangar d'où s'échappe une douloureuse cacophonie. Le journaliste filme en caméra cachée. Ici, il y a 300 volatiles, des oies que l'on plume vivantes à l'infini, sans répit, tant qu'elles produisent du duvet, tant pis pour le calvaire. Cette ouvrière explique qu'il faut attacher les ailes de l'oie pour qu'elle ne s'envole pas et puis aussi les pattes pour que l'oiseau ne griffe pas. On doit plumer d'une façon ordonnée, dit-elle. En premier le côté, ensuite le ventre, et puis les pattes, et au final le cou. Ensuite vous remontez les ailes et c'est seulement à partir de là que vous plumez le dos. Ces images ont choqué la Suède qui importe de Hongrie son duvet pour les couettes. Premiers à réagir, les vétérinaires. Nous, on n'accepte pas ça, c'est de la torture, c'est qualifié comme tel. L'affaire émeut jusqu'au gouvernement suédois qui en appelle à l'Europe. Nous allons essayer d'obtenir auprès de la communauté européenne des directives pour des interdictions claires et nettes. Les animaux ne doivent pas être traités comme ça. Il ne faut plumer que des animaux morts. En attendant, ces oies seront plumées encore et encore au nom de la productivité jusqu'à ce qu'elles meurent. Du cinéma avec la sortie cette semaine d'un film événement, 13 nominations aux Oscars, L'étrange histoire de Benjamin Button. Brad Pitt joue le rôle d'un homme qui naît vieux et qui vit sa vie à l'envers. Il a fallu des heures et des heures de maquillage et beaucoup d'effets spéciaux évidemment. Pascal Deschamps, Frédéric Basile. Le corps n'est pas celui d'un nouveau-né, mais d'un homme de 80 ans. Un homme qui naît vieux et va rajeunir, telle est l'étrange histoire de Benjamin Button. Ne tape pas avec ta fourchette. Il n'y a pas si longtemps, on aurait dû prendre des acteurs d'âge différents pour jouer le rôle. Mais là, c'est bien le visage de Brad Pitt que l'on voit sur un autre corps. Comment ?
Des acteurs plus âgés ont d'abord joué les scènes. Leur visage a ensuite été remplacé par celui de Brad Pitt, filmé puis artificiellement vieilli par l'ordinateur. Dernière étape, Brad Pitt a doublé les scènes. La technologie nous permet aujourd'hui de capter la performance et de la restituer. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir ce processus de vieillissement. Ça m'a fait réfléchir à ce que pourraient être mes derniers jours, et surtout à ce que j'en ferai. Une vie d'homme à l'envers. Benjamin Button est ainsi condamné à voir celle qu'il aime vieillir, tandis que lui rajeunit. Tu m'aimeras encore quand ma peau sera toute vieille et pendante. Tu m'aimeras encore quand j'aurai de l'acné, quand je ferai pipi au lit. Pour sa performance, Brad Pitt a été nominé à l'Oscar du meilleur acteur. Mais si le film a été nominé 13 fois, c'est avant tout parce qu'il touche à l'essentiel. Si la plupart des gens sont émus par ce film, c'est parce qu'il les renvoie à leur propre vie, à la fuite du temps et à ceux qui nous quittent. Je veux me souvenir de nous tels que nous sommes aujourd'hui. Rarement effets spéciaux auront à ce point servi une histoire aussi simple, aussi bouleversante, pour tout public de 77 à 7 ans. J'en sais rien. Je ne vois ça qu'à travers mes propres yeux. Les sports avec d'abord le retour des champions. L'équipe de France de handball sacrée hier en Croatie est arrivée aujourd'hui à Paris. Petite fête à l'aéroport, réception à l'Elysée. Les joueurs ont remis à Nicolas Sarkozy un maillot de l'équipe. C'est parti pour les championnats du monde de ski alpin en France à Val d'Isère. La cérémonie d'ouverture vient de s'achever avec ce feu d'artifice tiré au pied des pistes. On va l'apercevoir dans un instant. Première épreuve demain avec le Super G féminin. 15 jours de compétition à suivre sur France Télévisions. Le feu d'artifice, ce sera pour une prochaine fois. Un crève-cœur dans le Vendée Globe. Roland Jourdain, deuxième de la course depuis très longtemps, a finalement dû abandonner au large des Açores. À moins de 3 jours de l'arrivée, la quille de son bateau s'est détachée. Le skipper a préféré jouer la sécurité. On l'écoute. La décision est douloureuse, mais de toute façon, je m'en voudrais toute ma vie si jamais je passe près d'un port et que je m'arrête pas et que 24 heures ou 48 heures plus tard, il m'arrive un pépin dans lequel je vais risquer la vie de quelqu'un pour venir me chercher, je fais risquer la vie de mon bateau, que je dois laisser mon bateau, la mer c'est pas une poubelle. Voilà, ça s'appelle la responsabilité. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. On le redoutait, c'est officiel, le chômage a encore flambé au mois de décembre, plus 45 800 demandeurs d'emploi. À noter que les syndicats, réunis depuis 2h30 maintenant, devraient annoncer ce soir, d'un instant à l'autre peut-être, leur mot d'ordre après les manifestations de jeudi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko avec cet avis d'alerte sur 16 départements. 20h35 FBI porté disparu. Ne manquez pas à 22h50 complément d'enquête sur les arnaques en tout genre. Affaires Madoff, escroquerie sur Internet à suivre autour de Benoît Duquesne. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.